Euh, alors, je m'appelle Alice Quenier, je suis juriste en droit et nouvelles technologies chez Eloquent et voici présenter le RGPD avec Sarah. Et bonjour à tous, donc Sarah, responsable juridique pour la société Eloquent. Donc, je vous présente je vais faire une petite présentation rapide d'Eloquent si vous ne connaissez pas déjà notre société. Donc, on est spécialisé dans la relation client. Donc, on œuvre sur différents canaux, donc à la fois voilà, les communications, enfin, les conversations téléphoniques, les enquêtes de satisfaction et l'analyse des avis clients. Nous, depuis à peu près 2 ans maintenant, donc depuis plutôt 1 an et demi, depuis l'adoption du règlement européen, voilà, on a pris à cœur de nous lancer dans la protection des données personnelles et c'est un sujet qui nous intéresse plus particulièrement puisqu'aujourd'hui, toutes nos solutions sont proposées en mode SaaS, ce qui implique un traitement important des données personnelles, mais surtout un traitement par les voies numériques et par le biais de la digitalisation des données. Donc on a décidé de monter en fin d'année dernière une task force donc, qui est à la fois composée des équipes juridiques, de l'équipe qualité et de l'équipe RSSI, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vision assez globale des enjeux imposés par le règlement général pour la protection des données et ce qui nous pousse aujourd'hui aussi à vous présenter un peu notre manière de voir et les conseils que l'on peut apporter à nos clients et prospects éventuels. Alors, de cette façon, on va vous présenter nos sujets sous différents sommaires, donc les nouveautés apportées par le RGPD, les actions menées par Eloquent pour justement être en conformité avec le RGPD, les actions à mener donc, par nos clients et la façon dont on va les accompagner, et les questions-réponses. Donc avant tout, avant la présentation du RGPD, on tient à vous rappeler tout de même qu'aujourd'hui, avant l'entrée en vigueur prochaine du RGPD, on est toujours soumis à la loi de 78 qui a eu différentes modifications, notamment en 2004, et c'est aujourd'hui ce cadre législatif qui s'impose à nous et pour lequel aujourd'hui on est totalement conforme. Il s'agit donc plutôt de vous présenter les nouveautés qui seront apportées par le RGPD et de quelle manière aujourd'hui on peut se mettre en ordre de marche pour être totalement conforme à cette nouvelle disposition. Donc vous pouvez découvrir ici les nouveautés apportées par le RGPD d'un point de vue éloquent et surtout les principes clés que nous considérons les plus importants. Bien sûr, il y a d'autres nouveautés qui ont été apportées par le RGPD, mais qui ne seront pas traitées aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir que la réflexion sera axée sur 2 principes majeurs qui constituent le fil rouge du RGPD, donc la sécurité des données et la confidentialité. Il faut savoir que le RGPD, en réalité, c'est un règlement pour la protection des personnes physiques dans le cadre du traitement de leurs données à caractère personnel et la libre circulation de leurs données. Donc ces 2 principes peuvent paraître un peu contradictoires et ces 2 idées aussi parce que protéger les personnes physiques tout en favorisant la libre circulation de leurs données peut paraître un équilibre compliqué à trouver, mais le RGPD tente en tout cas de répondre à cette question et de satisfaire tant le client que les responsables de traitement et les sous-traitants qui justement œuvrent dans cette collecte. Donc, vous pourrez voir parmi les pétales que l'on va aborder différentes thématiques, donc les droits du client final qui sont renforcés, la nomination d'un DPO ou d'un DPD en français, le registre des traitements dans l'idée d'une documentation des traitements, la co-responsabilité des acteurs qui concernent directement les clients d'Eloquent et Eloquent, les sanctions en cas de violation de données à caractère personnel, la procédure d'alerte, les études d'impact et surtout le privacy by design, dont on va parler juste après, puisque l'idée principale aussi du RGPD, c'est d'instaurer de la confiance. Donc cette instauration de confiance, elle se matérialise par une organisation structurée. Donc le privacy by design, en fait, c'est la volonté de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles qui permettront aux données d'être protégées dès en fait, la mise en œuvre du traitement,
par l'achat de traitements et ensuite a fortiori par les sous-traitants. Et le principe de pertinence des données aussi se traduit par le principe de minimisation. Donc, vous ne devez collecter des données qui ne sont que pertinentes pour votre activité. Donc il y a un exemple qui est assez classique, c'est l'exemple du vendeur de piscine et du fleuriste. Alors il pourrait être normal que le fleuriste vous demande lors d'une commande de fleurs votre date de naissance, alors que le vendeur de piscine, non. Donc ça pourrait aussi être un modèle de pertinence et le fait d'avoir des données pertinentes aussi sur vos clients rend la relation client plus pertinente. Et aussi permet d'avoir beaucoup moins de données finalement dans vos bases qui peuvent être du bruit et occuper un espace de stockage trop important. Et aussi la réalisation d'une étude d'impact. Donc en fait, ces études d'impact sont obligatoires dans le cas où la mise en œuvre de traitements engendrerait certains risques trop élevés pour les données à caractère personnel et les personnes concernées. Et ces études d'impact sont bien sûr à réaliser avant la mise en œuvre des traitements et peuvent être faites de concert par le sous-traitant et le responsable de traitement. Elles s'appliquent surtout dans le cadre de traitements à grande échelle, de données aussi sensibles, et dans le cas aussi de traitement d'infraction et d'infraction de condamnation. Aussi dans une logique de diminution des formalités administratives et déclaratives auprès des autorités compétentes, il y a une mise en place de documentation des traitements. Donc maintenant, la mise en place de registres est obligatoire et là, on obéit à une logique d'accountability, donc la possibilité de rendre compte aux autorités compétentes lorsque, par exemple, un contrôleur de la CNIL viendra dans vos locaux, il devrait être capable de documenter tous vos traitements et de retracer. Voilà. Par exemple, est-ce que vos données sont hébergées chez un sous-traitant ou non? Est-ce que ce sous-traitant recourt lui-même à un sous-traitant? Est-ce que lorsque vous supprimez sur telle machine une donnée, est-ce qu'elle est quand même retrouvée ailleurs? Quel est le système de purge que vous avez mis en place? L'archivage, la suppression? Il faut quand même pouvoir faire des registres très détaillés par traitement. Et si vous mettez en place plusieurs traitements par client, vous devez avoir un sous-registre par registre. Et bien sûr, Eloquent aussi a des obligations de tenir ces registres et tient sur les disponibles. Donc, outre une organisation qui est aujourd'hui qui sera demain plus encadrée, l'idée c'est d'avoir une information qui est plus affirmée. Donc, toujours dans cette notion de confiance que l'on veut établir avec nos clients et les clients de nos clients, c'est de mettre en place un interlocuteur donc, qui sera porté par le DPO, qui sera un interlocuteur dédié. Donc, le DPO aujourd'hui, c'est un peu le style que l'on a aujourd'hui, qui est le correspondant informatique et liberté, et qui permet jusqu'au 25 mai 2018 de faire le lien entre la CNIL et la société qui procède au traitement, mais cette responsabilité ou cette obligation ne pesait que sur le responsable de traitement, là où demain le DPO sera à la fois nommé chez le responsable de traitement et chez le sous-traitant. Cet interlocuteur dédié aura effectivement pour rôle de s'assurer de la bonne exécution, de la bonne tenue du registre des traitements, de faire le lien avec la CNIL en cas de contrôle ou pour une simple information, mais également d'être le conseil en interne de la société pour conseiller à la fois le service technique, le service juridique ou le service qualité sur les mesures à mettre en œuvre pour être en parfaite conformité avec les dispositions du règlement, et également le rôle de conseil et un peu d'accompagnant auprès des clients, puisqu'en tant que sous-traitant, le DPO sera aussi soit conseillé, soit obligatoire, et qu'il faudra qu'il y ait une communication entre DPO, entre responsable de traitement et sous-traitant, pour garantir le bon traitement des données personnelles. Autour de ça, deux idées, à la fois de garantir, encore une fois, le droit des clients finaux, donc les utilisateurs, en d'autres termes, ce qui va passer par une information renforcée. Donc, au moment de la collecte des données à caractère personnel, il faut que la personne concernée soit clairement
informer que l'on est en train de collecter ces données, quel type de données, pour quelle finalité, et de lui permettre ensuite, une fois que les données ont été collectées, soit de s'opposer, soit d'avoir la possibilité d'accéder à ces données et d'en demander, si elle le souhaite, la suppression. Ceci va aussi demander d'avoir une plus grande vigilance, et d'où l'intérêt d'avoir un DPO. Sur cette notion d'information, elle va être à deux titres, à deux niveaux, et c'est ce qui est mis en place par la procédure d'alerte ou de notification que l'on décrit ici, qui consiste, dès lors qu'une violation est constatée ou qu'une défaillance technique, puisque c'est quelque chose qui peut arriver, d'informer le plus rapidement possible, et ça sera dans les 72 heures, à la fois l'autorité administrative compétente, donc la CNIL, si on est en France, et bien évidemment son responsable de traitement et la personne concernée si la violation des données a un impact pour elle. Donc l'idée, c'est d'avoir une mise en conformité qui est présente. Et ce règlement, même s'il pose des principes fondamentaux, il n'aurait pas eu la même force si les sanctions, ou du moins les exigences, n'étaient pas fortes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a deux nouvelles notions sur lesquelles je vous invite fortement à être attentifs, puisqu'elles sont nouvelles ou renforcées. Donc on parle de co-responsabilité. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, la notion de responsabilité repose uniquement sur le responsable de traitement, puisque c'est lui qui est à l'initiative du traitement et de la collecte des données personnelles. Et même si le sous-traitant intervient dans ce schéma-là, il pouvait se dégager totalement de sa responsabilité dès lors qu'il n'avait pas commis de faute, et dire uniquement que le responsable du traitement s'engageait à 100% vis-à-vis des personnes concernées. Demain, ça ne sera plus le cas. Et dans l'idée d'avoir une plus grande transparence, une plus grande confiance auprès des personnes qui sont concernées par les traitements, c'est d'avoir une co-responsabilité. Donc cette responsabilité, elle pourra être soit partagée, si on a des acteurs identifiés et qui ont tous les deux défailli, ou du moins qui avaient tous les deux une exigence de sécurité sur le traitement des données. Elle pourrait être également solidaire si on ne parvient pas à identifier le responsable de traitement ou le sous-traitant. L'un ou l'autre pourra voir sa responsabilité engagée totalement en cas de défaillance du sous-traitant ou du responsable de traitement si on ne parvient pas à l'identifier. Et ceci est d'autant plus important, il faudra être d'autant plus vigilant vis-à-vis des sous-traitants ou des responsables de traitement avec lesquels vous serez amené à travailler, puisque les sanctions sont alourdies. Là où aujourd'hui on est avec des sanctions de la CNIL qui ne dépassent pas les 300 000 €, et la CNIL a aujourd'hui prononcé pas très rarement, voire jamais, une sanction à ce niveau-là, on pourra atteindre 10 à 20 millions d'euros d'amende, voire 4%, enfin 2 à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc sur des structures à rayonnement international, ça peut avoir un impact très fort. Donc ce qui pousse un peu aujourd'hui les acteurs concernés par le traitement de données personnelles à se mettre en conformité. Donc c'est dissuasif, et aujourd'hui, c'est un point sur lequel il faut être averti, puisque les conséquences pourront être très importantes. Donc dans cette seconde partie, nous allons présenter les actions menées par Eloquent pour pouvoir se conformer au RGPD, et surtout aider nos clients pour eux-mêmes prendre le chemin de la conformité et ensuite établir une coopération durable. Alors les actions menées par Eloquent, on va aborder 4 points. Donc un interlocuteur dédié avec le DPO dont on a parlé tout à l'heure, le questionnaire type, la gestion des données et l'hébergement dédié, et l'audit interne. Donc le questionnaire type et l'interlocuteur dédié, là sont vraiment tournés vers les clients, ce sont des actions qui vont être faites directement avec vous.
Donc le questionnaire type, il sera mis en place afin de pouvoir mieux vous connaître et mieux connaître les données que vous allez traiter et mieux connaître vos clients pour que de cette façon, vous aussi, vous vous connaissez de façon pertinente. Donc ça commencera par vous poser tout un tas de questions sur la mise en place, les traitements que vous souhaitez mettre en place, les données que vous souhaitez traiter, qu'elles soient sensibles ou non, que si vous souhaitez établir, justement, mettre en place des transferts, la façon dont vous souhaitez recourir à l'hébergement, voilà, tout ce genre de choses. Par exemple aussi, comment est-ce que vous allez recueillir le consentement de vos utilisateurs. Et en fonction de ça, établir ensuite un plan pour pouvoir collaborer ensemble et traiter au mieux ces données. Il ne faut pas oublier non plus que le responsable de traitement reste responsable du traitement des données à caractère personnel, mais que le sous-traitant, en l'occurrence Eloquent, doit coopérer pour justement vraiment un devoir de conseil dans cette démarche, et le questionnaire type en est en fait la porte d'entrée et permet justement de pouvoir connaître déjà tout au début et de tout mettre à plat. Je me permets juste de faire un petit ajout sur le sujet. Voilà, nous, c'est un choix que l'on a fait de mettre en place ce questionnaire. C'est à la lecture du RGPD, on a essayé de trouver un moyen qui nous permettait de satisfaire cette obligation que l'on a de vigilance sur le traitement des données qui pourra être fait par nos clients. Et ce questionnaire, voilà, nous, on a trouvé que c'était une bonne solution. C'est un questionnaire qui aura une valeur contractuelle, que l'on mettra, qui permettra d'entamer une relation contractuelle avec nos clients existants et les clients futurs. Et voilà, c'est une solution que nous, on met en place. On ne sait pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, c'est celle qui nous permet d'avoir une cartographie assez précise de ce que font ou feront nos clients et qui nous permettra de mettre en œuvre les mesures de sécurité qui s'imposent et d'être vigilants sur les données qui nous seront confiées. Et aussi ce questionnaire permettra à votre DPO ou votre interlocuteur dédié de discuter du sujet avec notre interlocuteur dédié, qui initiera vraiment le dialogue avec les référents des clients, et permettra justement de mettre en place toute cette politique de données à caractère personnel, de pouvoir vraiment coordonner les différentes équipes et en fait de pouvoir parler exactement la même langue. Donc nous en interne, bien sûr, on va mener des audits avec la cartographie des traitements. Par client, les registres sont mis en place, et aussi bien sûr les flux, la cartographie des flux des données. Donc par exemple, quelles données sont hébergées chez Eloquent, comment est-ce qu'elles sont supprimées, comment elles sont archivées, comment elles sont stockées. Tout cet audit repose vraiment sur l'inventaire des traitements réalisés pour chacun des clients, et évidemment si vous avez souscrit à plusieurs de vos offres, un registre pour chaque offre par client. C'est un travail assez fastidieux. On a commencé au milieu de cette année, et 25 mai 2018 se rapproche à grands pas, mais nous serons prêts. La gestion des données aussi et l'hébergement dédié. Alors, comme vous avez pu sûrement le voir, ou même ça vous avez souscrit, on a une solution d'hébergement dédié qui permettra qui permet déjà de gérer au mieux les demandes des données, les demandes des personnes concernées et à leurs données à caractère personnel. Donc que ce soit les demandes de suppression, les demandes de rectification, les demandes d'accès, l'hébergement dédié en fait favorise la gestion de ces demandes. Et peut mettre en place en fait un système par exemple de purge et de suppression, puisque bien sûr il y a des délais de conservation qui sont définis par la loi, et c'est toujours le responsable de traitement qui doit les déterminer en fonction de son activité. Et par exemple dans le cas de prospection marketing, il doit donner l'instruction au sous-traitant qui est Eloquent, mais bien sûr Eloquent aura des conseils sur les délais éventuellement à adopter. Donc la troisième partie, de votre côté, vous aurez aussi des actions à mener pour être en conformité, et bien sûr, le compte sera réalisé. Ce qu'on a souhaité faire, c'est vous donner un petit aperçu des actions qui sont selon nous essentielles. Alors, il n'y a pas que celle-ci, il y en a d'autres. Peut-être que dans le cadre de votre activité, elles ne vous sembleront peut-être pas essentielles et d'autres notions le seront.
voilà, c'est très discrétionnaire, on vous laissera juge de l'utilité de nos conseils. En tous les cas, comme éloquente, vous allez devoir mener des actions qui pourront être tournées autour du renforcement du droit des personnes, de la transparence des traitements, de la mise en place, encore une fois, d'un DPO et de la gestion des finalités des traitements. Donc, concernant la transparence des traitements et la gestion des finalités, quand on parle de transparence des traitements, c'est de pouvoir, encore une fois, être en mesure de tenir un registre, mais ça, on vous l'a déjà évoqué, et de pouvoir justifier l'intérêt d'un traitement. Donc les traitements devront être accessibles, il faudra qu'il puisse y avoir une cartographie de ces traitements, et surtout qu'ils soient justifiés. Et d'où l'intérêt de gérer les finalités, puisque demain, même si c'est déjà le cas aujourd'hui, on ne peut pas, un traitement doit concerner une finalité. Il peut y avoir des sous-finalités, mais dès lors qu'on a une finalité, on fait un traitement. Et si la gestion de mêmes données implique d'autres finalités, il faut indiquer une nouvelle ligne sur le registre des traitements avec cette nouvelle finalité. Cela permet en réalité de pouvoir bien définir pour chaque finalité les conditions de conservation et d'archivage des données, puisque en fonction de l'objectif qui est recherché par le responsable de traitement, donc par nos clients, la durée de conservation ne sera pas la même, les conditions de sécurité ne seront pas les mêmes, et bien évidemment en fonction des données qui seront traitées et du but recherché, il faudra mettre en place des mesures spécifiques. Concernant le DPO et le renforcement du droit des personnes, je laisse Alice enchaîner. Alors pour le DPO, donc la nomination d'un délégué à la protection des données, donc en français le DPD, DPO c'est la Privacy Officer. Donc en fait, comme on l'a dit tout à l'heure avec l'interlocuteur dédié, la nomination d'un DPO va être obligatoire en fait seulement selon certains critères, que ce soit pour les responsables de traitement que pour les sous-traitants. Donc le DPO est obligatoire si donc en cas de, si vous avez un organisme public ou une autorité publique, dans le cas de suivi systématique et régulier des personnes donc à grande échelle, le traitement de données sensibles ou liées à des infractions ou des condamnations. Le DPO, qu'est-ce qu'il fait? Alors en fait, le rôle du DPO sera vraiment, on entend souvent dans les médias et même dans la presse, que c'est vraiment le pilote justement du plan de mise en conformité au sein de votre entreprise. Alors, le DPO peut être un consultant, vous pouvez choisir quelqu'un en externe, mais il est quand même requis d'avoir quelqu'un en interne, parce qu'il va devoir échanger avec en fait toutes les équipes liées qui sont toujours en contact avec des données à caractère personnel. Donc l'équipe technique, bien sûr l'équipe juridique, la direction générale et le service client. Alors le DPO donc, aura vraiment beaucoup de casquettes dans le sens où il doit vraiment multiplier les compétences et être à l'écoute de différentes personnes et rassembler le maximum d'informations sur le traitement des données à caractère personnel pour ensuite pouvoir établir son plan de mise en conformité. Alors il ne faut pas se dire qu'un DPO a une responsabilité spécifique par rapport à la CNIL, mais en fait c'est quand même un gage de qualité et de sérieux. Et c'est un signal en fait qui est positif, qui est en interne rassure, parce que quand il y a quelqu'un qui s'occupe des traitements des données à caractère personnel, il y a un référent, et aussi vis-à-vis de l'externe, donc par rapport bien sûr aux autorités compétentes, ce sera toujours un point d'entrée justement vers le traitement des données à caractère personnel de votre entreprise, et aussi les autres entreprises, donc vos partenaires commerciaux et bien sûr les vôtres. Et donc, avoir un DPO, ça permet de centraliser l'information et d'apporter une crédibilité supplémentaire et avoir un expert là-dessus. Le renforcement aussi des droits des personnes, donc qui est moteur de la satisfaction client, comme vous pouvez le lire, parce que aujourd'hui, les personnes concernées sont de plus en plus soucieuses du sort de leurs données.
Alors, certes, leur donner une information claire et transparente ne paraît pas toujours aisée lorsque elles souhaitent que justement les transactions aillent assez vite, ou même les échanges de données aillent assez vite. Mais justement, c'est pour cette raison que leurs droits sont de plus en plus protégés, en fait, et donc sont renforcés. Ils sont renforcés dans le sens où vous aurez par exemple le droit à la portabilité qui a été instauré. Donc une personne pourra récupérer ses données sous un format utilisable de la part d'un responsable de traitement pour pouvoir ensuite les transférer à un tiers. Donc, typiquement, vous pouvez voir déjà ça avec les opérateurs télécoms, mais même si je souhaite changer d'abonnement de Netflix ou alors sur Deezer, que j'ai des données à caractère personnel qui sont rattachées à mes comptes d'utilisation. Ensuite, je pourrais, pour pouvoir profiter d'une plateforme, récupérer mes données à caractère personnel pour les transférer à un autre prestataire. On a aussi un renforcement des droits des personnes mineures. Donc les mineurs de moins de 16 ans pourront, en fait, bénéficieront normalement d'une information plus lisible, claire et compréhensible. Et une fois arrivés à l'âge adulte, ils pourront retirer leur consentement. Et ensuite, éventuellement, bénéficier d'un droit à l'effacement des données qu'ils auraient révélées au public ou alors simplement à disposition sur les réseaux une fois justement arrivé à l'âge adulte. Bien sûr, ça va toujours être motivé, mais ça va être en place. On a également aussi la possibilité aujourd'hui de demander réparation pour un dommage qui serait survenu suite à en fait, une faille de sécurité et à la violation de données à caractère personnel, que le préjudice soit moral ou matériel. Donc ça, c'est pas une nouveauté. Et on a aussi souvent parlé d'action collective et la planche sur le sujet. Donc comme vous pouvez le constater, effectivement, il y a beaucoup de nouveautés, il y a des renforcements, des encadrements, mais on reste toujours sur la même logique qui est de préserver les données à caractère personnel. C'est le cas depuis 40 ans maintenant. Enfin, voilà, il n'y a pas de bouleversement, ne soyez pas apeurés. Il s'agit juste d'être plus vigilant désormais. Et ça sera à la fois le rôle des responsables de traitement, donc que vous ayez la qualité de client ou donc responsable de traitement ou sous-traitant, mais aussi le rôle de vos prestataires qui seront vos sous-traitants. Et ce qui est notre rôle. Il suffit donc de se préparer, d'être bien conseillé, et tout se passera très bien. Oui, il y a vraiment une logique de collaboration et justement, et de contrôle mutuel en fait, en quelque sorte. Il y a vraiment une volonté des institutions justement de diminuer les déclarations et les formalités pour que en fait, les acteurs en présence puissent tous travailler de concert pour pouvoir justement préserver cette confiance dont on parlait au début et aussi renforcer le droit des personnes et pour que ces personnes en fait continuent à justement utiliser leurs données de façon plus saine et sécurisée. En fait, il faut vraiment prendre ça comme un cercle vertueux. Alors certes, ça peut être coûteux pour les responsables de traitement, mais comme les sous-traitants, organisationnellement, c'est du temps. Il faut mettre les choses en place, il faut former les personnes. Mais sur le long terme, c'est un investissement qui sera fait dans la confiance et puis dans les données et l'économie numérique. Il faut se mettre au niveau maintenant. En tout cas, il faut prendre ça du bon pied et se dire que mai, c'est pas si loin, mais c'est pas non plus demain. Donc, voilà. On a encore un peu de temps. On a encore un tout petit peu de temps. Donc maintenant, si vous voulez, on peut répondre à vos questions si vous en avez. Et en tout cas, merci beaucoup de votre attention. Alors, on nous les transmet. Qui définit le cadre de la pertinence? Alors, le cadre de la pertinence, il est défini par les textes. On a aujourd'hui, donc le texte aujourd'hui ne définit pas le cadre de la pertinence. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez vraiment par cadre, mais la pertinence, elle est donc définie par article 6.3 au regard de la finalité. Oui, tout à fait. Toutefois, alors oui, il y a la finalité et aussi par rapport, ça répond au principe de minimisation des données. Et donc c'est un peu comme l'exemple qu'on avait tout à l'heure avec la piscine et le fleuriste. On n'a pas forcément à vous demander des données, lorsque vous êtes une personne concernée, des données dont en fait le prestataire n'aurait pas spécialement besoin, à moins qu'il le justifie. Bien sûr, si le vendeur de piscine justifie qu'il a besoin de votre date de naissance parce qu'il souhaite vous offrir des piscines tous les ans,
oui, là c'est pertinent parce que ça répond à la finalité qu'ils souhaitent accomplir. Mais si vous êtes une plateforme de vidéo à la demande, est-ce que vous avez besoin de savoir si j'habite dans une maison ou un appartement? Après, c'est relatif. Et encore, il faut se donner un caractère personnel. Mais effectivement, oui, la pertinence, c'est vraiment lié à la finalité. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a bien établi la finalité pour laquelle on souhaite traiter des données à caractère personnel, dans ce cadre-là, on sera en mesure d'établir la pertinence. Donc ça reste subjectif, puisque fondamentalement, chaque responsable de traitement sera en mesure de définir son critère ou son seuil de pertinence. Après, il y a des éléments qui vont être purement objectifs, comme vient d'évoquer Alice. Quand on est sur des cas concrets, on arrive rapidement à voir qu'est-ce qui est important pour le traitement, enfin, qu'est-ce qui est indispensable. Et je pense que voilà, la pertinence doit être vue sous l'œil de ce qui est indispensable pour un bon traitement de données à caractère personnel. J'ai aussi lu une question, est-ce qu'on aurait des exemples de finalités? Donc il y a la finalité par exemple du profilage et avoir par exemple de la recommandation de contenu. Donc là, vous avez une finalité de vouloir justement permettre à l'utilisateur d'avoir des contenus qui correspondent vraiment à ses goûts et ses couleurs. Ou alors une autre finalité, tout simplement, finalité pour des raisons de marketing ou alors, c'est à peu près la même chose, mais une autre finalité, la protection des données. On peut avoir des finalités de protection des données, on peut avoir aussi des finalités de... Les finalités, c'est un peu celles que vous connaissez déjà aujourd'hui. Quand on fait des déclarations simplifiées, par exemple, on a la finalité gestion de la relation client. Vous avez la déclaration NS48 qui est la plus connue. Vous allez avoir gestion du personnel, vous allez avoir gestion de la téléphonie au travail. C'est des choses les finalités ne vont pas changer celles que vous avez aujourd'hui, elles seront les mêmes demain, sauf qu'on vous demandera à ce qu'elles soient les plus pertinentes possibles et qu'elles justifient le traitement de données à caractère personnel. Donc après, c'est à vous de définir en tant que responsable de traitement dans quel but vous souhaitez collecter les données à caractère personnel et bien évidemment que le but dans lequel vous souhaitez collecter les données est légal, puisqu'il faut aussi se rattacher à un fondement légal toujours. Donc ensuite, une société est-elle obligée d'avoir un DPO, quelle que soit sa taille? Donc c'est pas réellement déterminé par la taille, mais je te laisse répondre. Vraiment déterminé par la taille, c'est surtout par rapport en fait aux traitements qui seront mis en œuvre par cette société. Donc vous pouvez avoir une toute petite entreprise, mais pour autant traiter des données à grande échelle, ou alors des données sensibles, typiquement des données de santé. Et dans ces cas-là, vous serez obligé d'avoir un DPO. De toute façon, aujourd'hui, les DPO sont vraiment considérés comme facultatifs plus, et certains sont obligés, il y a des DPO qui sont vraiment obligatoires dans certaines structures, selon les critères que j'avais évoqués juste avant. Mais c'est plus que recommandé en fait aujourd'hui par la CNIL et par le G29 aussi. Il ne faut vraiment pas s'attacher à la taille de la structure, voilà, puisque l'idée, c'est que comme on est axé sur la gestion des données, c'est vraiment les données qui vont permettre de connaître toutes les règles et les obligations qui vont s'attacher à leur traitement. Donc ensuite, on avait une question à savoir, est-ce qu'un déontologue peut être DPO? Ben, pourquoi pas. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de diplôme. Alors, il y a des DU, des formations qui sont délivrées par la CNIL, mais il n'y a pas de formation type, de profil type pour être DPO. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est souvent, quand on pense à un CIL, c'est souvent porté par soit une personne avec un profil plutôt juridique ou technique, mais sinon, il n'y a pas de critères spécifiques. Il faut juste que vous connaissiez bien le règlement pour général pour la protection des données, et puis ensuite que vous soyez en mesure de vous appuyer à la fois sur votre pôle juridique ou sur un conseil externe et sur le service technique auquel vous êtes rattaché. Mais il n'y a vraiment pas de restriction, en tout cas, à l'exercice du rôle de DPO. Par contre, il peut y avoir des conflits d'intérêts, et là, par exemple, un juriste en entreprise ne veut pas être DPO. Et le directeur général non plus.
En fait, une fois que vous avez la casquette de DPO, vous ne pouvez pas exercer un métier qui sera en conflit et qui vous rendrait en fait subjectif par rapport au traitement des données à caractère personnel géré par votre société ou alors par les sous-traitants. Si vous êtes sous-traitant. Alors, j'avais aussi une question sur quelle est la notion de grande échelle. Alors, ça aussi, c'est un peu un mystère aujourd'hui. On cherche un peu dans les textes qu'est-ce que c'est. Et il me semble que les lignes directrices, que ce soit G29 ou la recommandation CNIL, ne le définissent pas encore aujourd'hui. Mais il faut partir du principe que si vous êtes dans une société de services qui traite des flux vraiment de données au quotidien et qui recense énormément, que ce soit des avis clients, des données liées à leur parcours de consommation, c'est de la grande échelle. Mais si c'est le cœur de votre activité, en fait, de collecter les données, je pense qu'à ce niveau-là, il ne faut pas se poser plus de questions que ça. Et en fait, je pense que si vous faites une analyse d'impact, qui est un peu le préalable, là, ce que vous pouvez déjà mettre en œuvre, je pense que vous aurez une visibilité sur est-ce que vous traitez vraiment beaucoup de données ou pas, et ça vous permettra de savoir est-ce que vous entrez dans cette catégorie-là ou pas. Après, par mesure de sécurité, je serais tentée de dire que mieux vaut déjà nommer à minima un interlocuteur, et puis à la rigueur, ensuite, lui faire porter la casquette d'IPO avec le rôle officiel. Et dans tous les cas, il faut un interlocuteur, quelqu'un qui soit informé dans chacune des structures qui traitent des données personnelles. Il faut qu'il y ait une personne qui soit alerte sur ces sujets. Alors, on a quelqu'un qui se trouve dans un cas assez particulier, dans le cas d'une société qui traite les données de plusieurs sociétés, j'imagine, qui exercent au niveau national, quantité de données élevée. Y a-t-il l'obligation de définir un DPO? Alors oui, une nouvelle fois oui, parce que déjà les traitements ont l'air assez nombreux pour cette personne. Et aussi donc la quantité des données qui est assez élevée. Et de toute façon, dès lors qu'il y a des traitements à grande échelle ou des risques potentiels pour les personnes concernées en cas de faille de sécurité, il faut un DPO. Mais également, je rejoins Sarah là-dessus, vous pouvez tout de suite réaliser une étude d'impact et vous verrez s'il faut un DPO. Et de toute façon, si vous déjà réalisez des traitements pour le compte de plusieurs sociétés, vous aurez à devoir avoir un DPO rien que pour la centralisation de l'information. En fait. Un hébergeur est-il considéré comme un sous-traitant? Oui, tout à fait, puisque à moins que l'hébergeur lui-même traite ses propres données, c'est plus rapide. Donc oui, en général, lorsque vous recourez à un hébergeur, vous avez il a le statut de sous-traitant. Après ça, c'est un sous-traitant, on va dire, minimaliste, parce qu'il va avoir uniquement pour rôle de stocker des données avec des obligations de sécurité. En fait, c'est surtout la sécurité qui va lui incomber. Il ne va pas vraiment être dans la collecte, il ne va pas être dans le traitement, il va être dans la garantie des mesures de sécurité. Donc on va dire qu'il y aura peut-être moins de... Il faudra dans le contrat qui va être signé entre l'hébergeur et le prestataire de service, donc son client, prévoir toutes les responsabilités partagées et les obligations qui vont s'imposer à chacun, mais ça ne sera pas aussi impactant, même si la sécurité reste l'élément principal, qu'un prestataire de service et son client qui va déléguer à ce prestataire de service la collecte, la gestion, le droit d'accès des personnes concernées. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre sur différents niveaux, mais en tout cas, ça ne change rien au fait que tous les intervenants dans la chaîne de traitement et de gestion des données restent soit responsables de traitement, soit sous-traitants. Surtout que l'hébergeur réalise, si vous prenez un hébergeur dans le sens strict du terme, il réalise surtout le stockage des données. Et lui, en fait, vous lui donnerez en tant que responsable de traitement, vous lui donnerez des consignes sur justement notamment la suppression des données, l'archivage, la purge, et vous vous assurerez en fait surtout de ces modalités et évidemment la localisation de l'hébergement. Parce que si vous avez un transfert hors Union européenne et que l'hébergeur est hors dehors de l'Union européenne, vous allez devoir prendre des précautions supplémentaires et tout dépendra aussi du niveau d'adéquation en fait avec la CNIL, parce que les transferts hors Union européenne ne obéissent pas tous aux mêmes règles. Bonjour, une question pour un prestataire webmaster. Donc, prestataire webmaster, c'est une agence web, vous voulez dire. Alors oui, puisque de toute façon, par exemple, si vous êtes une agence web et que vous créez un site internet pour une personne,
déjà vous réalisez le traitement pour cette personne et collecter éventuellement des données si vous le mettez en ligne vous-même. Et après, ensuite, il y aura un transfert d'activité normalement, un transfert du site. Et ensuite, la personne qui était webmaster et qui transfère le site internet à son client, là, le client devient responsable de traitement. Si c'est un webmaster qui intervient régulièrement, donc qui est prestataire, on va dire, perpétuel sur le site, oui. Voilà, je pense, en fait, tout dépend le rôle du webmaster. C'est juste celui qui crée le site, mais qui n'a aucun moment accès aux données, donc c'est avant la mise en production du site. Là, il n'y a pas de sujet sur la responsabilité ou de la qualité de sous-traitant. Par contre, si c'est une personne qui intervient régulièrement, qui modère par exemple les commentaires, si c'est le cas, ou qui intervient sur la mise en ligne de nouveaux contenus et qui peut avoir accès aux données à caractère personnel, là oui, il pourrait être considéré comme sous-traitant. Mais tout dépend. En fait, je pense qu'il faut se raccrocher au contrat et à l'objet du contrat qui lie le webmaster à son client et en fonction de ça, voir aussi les données et les contenus auxquels il a accès. Donc c'est un peu du cas par cas, mais on peut, oui, considérer qu'un webmaster puisse être considéré comme un sous-traitant. Pour les collectivités locales, est-ce que donc elles sont dans le même cas concernées? Alors tant qu'elles mettent en place un traitement et donc réalisent un traitement et des collectes de données à caractère personnel, oui, elles sont considérées responsables, sachant qu'en général, elles recourent à des sous-traitants. Dans ces cas-là, c'est plutôt elles qui seront responsables de traitement et elles auront des sous-traitants. Surtout que les données publiques aujourd'hui, tout dépend des données, mais il y a une politique d'open data qui a été enclenchée par le gouvernement et donc là aussi, il y a d'autres sujets. Mais après, pour si les collectivités locales traitent des données à caractère personnel et qu'elles peuvent justement faire l'objet de registres spécifiques et de catégories spécifiques, typiquement une mairie qui traite des données de passeport ou d'état civil, là elles seront responsables de traitement, elles devront faire des déclarations et auprès de la CNIL et c'est très encadré et recourir à des sous-traitants. Et il me semble en plus des sous-traitants agréés par l'État. Oui, puis en plus, il y a toujours l'obligation qui pèse sur l'administration publique d'avoir un DPO. Donc, nécessairement, quand on est collectivité locale, tout ce qui est public est encore plus que l'était hier, encadré par la gestion des données personnelles, par le respect des données personnelles. Alors, on a une question par rapport au groupe de sociétés. Bonjour, comment appréhender la notion de responsable de traitement et de sous-traitant dans un groupe de sociétés où certains traitements sont harmonisés, donc les traitements RH. Donc là, c'est dans le cas, j'imagine, où vous recourez à une même société pour le traitement des données RH des multiples salariés des différentes filiales. Et doit-on considérer que les filiales sont des sous-traitants de la société mère? Moi, non, pour ils sont responsables. En fait, tout dépend. Alors, si on est uniquement sur la gestion de données RH, si c'est sur d'autres données, ça va être compliqué de vous donner une réponse. Soit on est sur un groupe de sociétés avec une holding, une société mère, qui se porte garante, donc qui a réalisé les formalités aujourd'hui CNIL pour l'ensemble de ses filiales et qui dit voilà, donc société mère pour son nom et pour le compte de l'ensemble de ses filiales déclare tel type de traitement avec telle finalité. Là, il n'y a pas de. Alors, il y a la responsabilité qui pèse bien évidemment sur la société mère et sur ses filiales, puisque le traitement est déclaré, mais en réalité est réalisé par une société filiale. Oui, c'est possible. Après, je me demande si demain, avec la tenue d'un registre, ce sera d'une pas plus simple et de deux pas plus conforme de réaliser un registre, puisque l'obligation de tenir un registre va reposer sur toutes les sociétés, de tenir un registre par filiale, et même si les traitements sont gérés par un même service RH, par exemple, qui est mutualisé sur le groupe, de bien préciser pour société filiale 1 tel traitement, société filiale 2 tel traitement, même s'ils sont traités ensemble de manière globale, de bien préciser tous les traitements qui sont réalisés sur toutes les filiales, puisque ça va concerner des salariés différents, puisque le salarié ne sera pas embauché par la société mère, mais par chacune des sociétés filiales. Donc je pense qu'il faut avoir une vision globale dans peut-être la gestion si c'est ce que vous souhaitez faire. Après, dans la mise en conformité au niveau CNIL, je pense qu'il peut avoir une vision plus pointue et vraiment se raccrocher à l'idée d'individualisation des données, de gestion des finalités des traitements et le fait d'avoir de plus en plus de transparence sur tous les traitements qui sont réalisés par toutes les sociétés.
Et puis dans ces cas-là aussi, ce qui est ce qui peut faciliter la tâche, c'est de recourir à un seul sous-traitant qui serait donc le gestionnaire de paye. Parce que si en plus vous recourez à différents sous-traitants, c'est encore plus compliqué, et encore plus si c'est à l'étranger. Et on pousse la question. Dans le cadre d'un site web, si j'utilise un formulaire de contact, donc récupération des noms et de l'email, qui sont stockés dans une base de données chez le FAI et une newsletter matching, dois-je décrire un ou deux traitements dans le registre? Alors en fait, dans le registre, oui, vous allez devoir décrire en fait un seul traitement, mais réalisé par différentes personnes. Donc vous pouvez potentiellement les individualiser parce que c'est par différents acteurs mais qui concernent les mêmes données. Mais le mieux, de toute façon, je ne pense pas que trop documenter soit un problème, en fait. Et je pense qu'au contraire, dans le doute, il faudrait justement documenter les traitements plutôt deux fois qu'une. Et surtout que là, ça pourrait être en fait une finalité qui est la gestion client, avec des sous-finalités qui est l'envoi d'une newsletter, l'envoi d'une, si on est sur un client, d'offres promotionnelles. Donc ça pourrait être juste plusieurs chargés de mise en œuvre ou plusieurs de sous-traitants qui seraient déclarés pour un même traitement avec une finalité globale et des sous-finalités. Donc ça c'est possible aujourd'hui, hein, dans la tenue du registre, vous pouvez tout à fait tenir une ligne avec des sous-catégories pour la gestion de la relation client. Ou alors vous inversez et vous ne raisonnez pas en termes de données traitées, mais en termes d'acteurs en fait, qui interviennent dans le traitement de vos données. Donc là, dans le cas précis que vous avez décrit, vous aurez donc le formulaire de contact de votre site internet et ensuite qui sera hébergé donc chez le FAI et de l'autre côté aussi Belgique. Et bien sûr, toujours dans les registres, là vous l'avez cité, donc Data Center aux États-Unis, il faudra bien sûr avoir une ligne comme quoi les données sont hébergées aux États-Unis. Ça, je pense qu'on a répondu. Oui, dans le cadre d'une société. Donc, dans le cadre d'un groupe de société, doit-on établir un registre de traitement par société? Je pense qu'on y a répondu, je dirais que oui. Alors, le RGPD modifie-t-il les règles actuelles d'utilisation de cookies, notamment dans le cadre de campagnes de bannières, où ce sujet est-il prévu uniquement dans le futur règlement e-privacy? Ah oui, le règlement e-privacy qui est actuellement en discussion. Alors, je dirais que le RGPD aujourd'hui parle plus du consentement et de l'information en fait qui est délivrée à l'utilisateur et à l'internaute parce qu'il arrive sur le site internet. Donc pourquoi les données sont collectées et à quelle fin et comment est-ce qu'on peut s'y opposer. Après pour les bannières en elles-mêmes, je dirais que non. Non, il ne parle pas spécifiquement de ces mentions, mais ça se recoupe puisque de toute façon l'information doit être claire, lisible et compréhensible et on doit pouvoir s'opposer facilement au traitement de données à caractère personnel et aussi au dépôt de cookies sur le transformateur. Ouais, donc ce qui voudrait dire, si on s'en tient à la lettre du règlement, dès lors qu'il y aura un traitement et le dépôt d'un cookie constitue un traitement de données à caractère personnel, il faudrait, mais bon, ça reste c'est une hypothèse, obtenir le consentement. Donc on ne serait plus dans un système d'opt-out où on va juste informer que la navigation sur ce site implique le dépôt de cookies. Ça serait pour continuer la navigation, cliquez ici, sinon on ne peut plus faire aucune action sur le site. Ça me semble difficile à mettre en œuvre, mais si on s'en tenait à la lettre du règlement, en tout cas, ça serait l'idée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas autant de détails sur les cookies dans le règlement européen. Que préconisez-vous au niveau de la communication auprès des clients finaux? La communication, alors j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais que... Alors la communication, que ce soit par rapport à la mise en conformité du RGPD, je vous invite à communiquer fortement lorsque vous serez prêt. Et puis aussi, même lors de la transition, bien sûr en disant que vous faites en sorte que vous allez être conforme en fait au RGPD en temps et en heure. Et bien sûr, aussi la transparence, comme on l'avait dit, que les finalités soient bien expliquées, que dans les mentions légales et dans vos CGV, tout soit bien détaillé, qu'ils puissent accéder de façon claire et compréhensible aussi à une adresse qui leur permettra de poser des questions ou alors d'exercer leur droit d'accès. Donc voilà, il y a différentes formes de communication auprès des utilisateurs finaux. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, le but est aussi d'instaurer de la confiance. Et bien sûr, il faut les informer
et ne pas ne pas donner une information qui ne les empêchera pas de continuer en fait à utiliser leurs données et surtout à les mettre à disposition. Donc c'est sûr que c'est un équilibre compliqué à trouver, mais il faut de toute façon communiquer aujourd'hui sur les finalités et sur les moyens mis en œuvre pour traiter leurs données à caractère personnel. Et je pense aussi qu'il faut insister sur, par exemple, dans le cas où vous recourez à des sous-traitants en France, que il faut, ça c'est devenu un gage de qualité, je trouve, et de crédibilité, lorsque vous dites que vos données sont hébergées en France, que voilà, ça rassure encore un peu plus. Est-il une définition ou une délimitation de ce qui est représenté comme une donnée sensible? Alors oui, alors oui, effectivement, aujourd'hui, on ne parle plus de données sensibles. Il y a une autre terminologie que j'ai plus en tête qui définit les données sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant. Je ne sais plus si elles sont listées, il faudrait que je vérifie, j'ai plus ça en tête. Ou dans tous les cas, ça va recouvrir des critères. Ça va être plutôt les typologies de données qui sont concernées, puisque tout dépend du type de traitement, les types de données. Bon, ce qui est certain, c'est que toutes les données qui vont concerner la santé, l'orientation sexuelle, l'opinion politique, c'est des données qui sont sensibles. Après, aujourd'hui, le règlement européen met plus de vigilance et de sécurité sur ce type de données. Mais à mon sens, il n'y a pas de liste exhaustive sur ce que l'on peut considérer aujourd'hui comme étant une donnée sensible. En fait, aujourd'hui, elles sont considérées comme des données appartenant à des catégories spécifiques de données, puisque on peut supposer qu'elles ne sont plus appelées données sensibles parce que toutes les données sont considérées sensibles aujourd'hui et que psychologiquement ça change. Et par exemple, les données biométriques ou les données vraiment propres à la personne, donc comme l'orientation sexuelle, l'appartenance syndicale, les opinions politiques, est-ce que vous faites partie d'un milieu associatif, les condamnations aussi, les infractions pénales, tout ce genre de choses, le groupe sanguin et les données de santé. Donc est-ce que vous êtes dans une maladie ou pas. Donc c'est toutes ces choses en fait qui touchent vraiment à l'intimité de la personne. Alors là oui, on peut rebondir sur oui, mais en fait tout fait partie de la vie privée. Oui, mais les données de santé encore plus. Et donc ces données aussi sensibles, en fait elles sont considérées vraiment une catégorie spécifique parce qu'en cas de faille de sécurité et en cas de mise en liberté de ces données, en cas de hack par exemple, où le risque en fait là serait vraiment démesuré. Il serait vraiment très élevé. Donc c'est pour ça qu'on considère que ces données sont plus protégeables. Concernant l'étude d'impact, faut-il appliquer le PIA? Donc ça c'est le respect de la vie privée, pardon. Oui, ou y a-t-il une méthode plus dramatique pour répondre à cette exigence? Alors, vous avez beaucoup de directives données par la CNIL et beaucoup d'informations données à ce sujet. Appliquer le PIA, donc oui, pour l'étude sur la vie privée, on peut faire une pierre de coups, oui, je pense. Et après, une méthode plus pragmatique, il y avait la question de la réalisation des risques et le fait de s'éloigner de la source du risque et pouvoir éventuellement la contrôler et mesurer en fait ce qu'une faille aurait comme conséquence sur les données à caractère personnel et leur support. Après, je pense que c'est assez pragmatique comme étude, mais après à voir. Mais en tout cas, si vous souhaitez vraiment beaucoup plus d'informations, vous pouvez aller directement sur le site de la clinique qui explique très bien les choses, qui a fait des consultations publiques d'ailleurs, et groupes du G20. Quelles obligations pour un consultant, donc entreprise unipersonnelle, qui interroge des consommateurs en groupe ou interview en les faisant recruter par un prestataire extérieur? Alors les consommateurs sont recrutés par un prestataire et l'interview, quelles obligations? Alors on va pouvoir vous lister toutes les obligations, mais déjà vous aurez des obligations de déclaration donc du traitement. Lorsque vous interviewerez les consommateurs, bien sûr, on demanderait leur consentement au traitement de données à caractère personnel. Et pour le prestataire, ce sera un sous-traitant puisque il recrutera pour vous des personnes et donc vous aurez en possession les données de ces personnes. Après, je ne sais pas si vous en avez connaissance après et que les données liées à ces consommateurs vous sont toutes transférées. Mais en tout cas, il faudra contractualiser avec les consommateurs et les sous-traitants.
Ouais, il faudra voir est-ce que c'est vous qui êtes dans une situation de sous-traitant ou de responsable de traitement, puisque si in fine il y a un recrutement des consommateurs par un tiers, j'ai plus l'impression que vous êtes un intermédiaire dans la situation et que c'est vous qui, enfin, c'est le prestataire qui a l'initiative du traitement et que vous êtes un sous-traitant puisque vous apportez de la donnée que lui souhaite avoir. Donc il faut voir en fait, il faut toujours se demander qui donne l'input pour le traitement. Si c'est votre prestataire, ça veut dire que vous êtes sous-traitant. Si c'est vous qui qui prenez l'initiative et que c'est dans votre intérêt, à ce moment-là, vous êtes le responsable de traitement. Dans les deux cas, ça vous impose d'être conforme au règlement, mais il va falloir du coup bien être vigilant sur ce cadre-là pour savoir quelles obligations on peut vous imposer réciproquement dans le cadre d'un contrat et surtout les vigilances que vous devez avoir l'un envers l'autre et surtout auprès de la personne concernée, donc le consommateur en question. Oui, parce que effectivement, si c'est dans la relation que Sarah a décrite et que vous traitez finalement des avis de consommateurs et des pressentis et finalement que vous faites des tests sur un échantillon de personnes, là oui, en fait, vous traiterez pour le compte de votre client finalement les données de ces personnes. Donc tout dépendra de qui donne l'instruction et de quel point de vue on se passe. Y a-t-il une différenciation entre données collectées avec consentement du client, exemple formulaire, et encore tous les formulaires ne comportent pas une classe à cocher malheureusement, et les données collectées à l'insu du client, position GPS? Ah ben j'espère bien qu'elle ne pas collectée à l'insu du client. Pour la position GPS, c'est toujours collecté avec le consentement. En tout cas, c'est obligatoire qu'il y ait un consentement pour la collecte de ce genre de données. Parce que même maintenant, quand on a des applications mobiles qui nous permettent de nous géolocaliser pour nous dire les meilleurs restos qui sont autour de nous, normalement, soit au moment de l'installation de l'application, soit au moment de l'utilisation de l'application, il y a une demande qui est faite de manière express et qui demande à être validée par l'utilisateur qui accepte ou non. Et s'il n'accepte pas, soit l'application ne se télécharge pas, soit il n'a pas toutes les fonctionnalités, mais il y a une obligation explicite. Et ça donne notamment suite à la sanction qui a été prononcée par la CNIL contre Google, qui a eu 100 000 € d'amende à payer, donc ce qui n'est rien par rapport à ce que Google a pu gagner grâce à la géolocalisation de ses utilisateurs. Mais en tous les cas, non, la géolocalisation, elle doit être nécessairement conditionnée par le consentement express et préalable de la personne concernée. C'est pour ça qu'aussi aujourd'hui, il y a des déclarations spécifiques, par exemple, pour la géolocalisation des salariés et des différentes... par exemple, lorsqu'ils utilisaient une voiture de fonction, la mise en place d'un GPS par l'employeur est soumise à une obligation préalable. Mais effectivement, lorsqu'on télécharge des applications type Google Maps, Waze, on a tendance à les télécharger assez rapidement et donc leur laisser libre accès à notre téléphone. Et en réalité, dans des petites lignes tout en bas, il y a écrit qu'on est d'accord pour qu'ils utilisent le GPS. Oui, donc si demain vous êtes géolocalisé et qu'à aucun moment il vous a semblé avoir donné votre consentement, je pense qu'un petit mail à la CNIL, ça peut être intéressant. Mais voilà, en tous les cas, on reste sur le consentement express, surtout pour ce type, c'est hyper intrusif la géolocalisation, donc non, on reste sur le consentement. Donc on va traiter une dernière question. On vous invite ensuite pour les suivantes à nous les adresser voilà, par mail ou à nous contacter pour avoir plus d'infos. Donc la dernière question que l'on va traiter, comment gérer les données personnelles recueillies auprès d'adhérents d'une coopérative de consommation? Adhésion avec nom, prénom, adresse et email si souhaité. Exemple, nous ne pouvons dissocier les données clients pour envoi des mails car nous destinons la newsletter qu'aux coopérateurs adhérents. Tu peux rester. Donc, vous faites de la prospection en fait. Donc, newsletter, donc là, c'est pas des prospects, c'est toujours des adhérents. Donc, nous pouvons dissocier les données clients pour si ce sont vos adhérents, normalement, ils ont adhéré à la coopérative, ils sont membres en quelque sorte, ils ont dû soit signer une charte ou alors ils ont
payer une cotisation. En fait, il faut voir de quelle manière l'adhésion a été faite. Soit vous avez un document contractuel qui précise que l'ensemble des adhérents pourront être contactés par la coopérative et par quel biais, notamment au moment où vous collectez les données, indiquer pour quelle finalité, là encore, dire que on pourra vous contacter par email ou par courrier, si on donne une adresse postale. Et à partir du moment où la personne est adhérente, on part du principe qu'elle accepte de recevoir ensuite des informations si elle a adhéré à votre coopérative. Après, si on est dans un cas de figure où les adhérents, c'est automatique à partir du moment où ils sont dans telle corporation de métier, là, il va falloir que vous obteniez le consentement. En fait, on est toujours dans une logique de consentement préalable dès qu'il y a sollicitation d'une personne donnée. Donc, encore une fois, tout dépend vraiment du cadre. C'est la newsletter, est-ce qu'elle est uniquement à des fins d'information? Est-ce qu'elle est c'est de la prospection, enfin de la promotion, faire une promotion commerciale? Il faut voir également le cadre. Et puis surtout que la newsletter qui est adressée par mail, qu'elle soit bien, qu'il y ait bien un lien de désinscription qui soit prévu si les personnes ne souhaitent plus recevoir de newsletter. Mais voilà, il faut vraiment voir au cas par cas, mais à première vue, si les adhérents sont membres de la coopérative et qu'ils ont accepté d'être contactés, il n'y a pas de problème à ce que vous leur envoyiez une newsletter à ce sujet. C'est juste peut-être des nouvelles personnes qui ne seraient pas adhérentes, où là, il faudra obtenir leur consentement préalable. Donc, ce qu'on vous invite à faire, donc déjà, merci pour toutes ces questions. On espère avoir répondu le mieux possible à vos interrogations. Pour toutes les autres questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse marc.com@eloquent.com, donc marc markcom @eloquent.com, et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible dans les prochains jours. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à suivre, réécouter ou revoir cette vidéo pour plus d'informations et à suivre nos réseaux professionnels, donc LinkedIn ou YouTube, notre chaîne de société. On vous remercie et on vous dit à très bientôt pour un nouveau webinaire. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.